Allez, c'est parti. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être là pour la dernière session et puis bravo de rester jusqu'au bout. On va, pendant 30 minutes, essayer de voir comment on peut dimensionner correctement nos déploiements sur Kubernetes. Donc ça va parler forcément du Kube. J'espère que vous êtes des bons YAML engineers parce qu'on va faire pas mal de YAML. On va essayer de répondre à la question quels requests et limites mettre sur vos applications containerisées. Des déploiements, le set, full set, tous ces trucs-là. Pour ça, on va faire un petit rappel un peu de ce que c'est que ces fameuses request limits dans Cube. Comme on est sur un tool in action, on va présenter deux outils pour faire ça avec les démos si tout va bien. Je ferai une petite aparté sur les stratégies de mise à l'échelle avec les vertical pod autoscaler. Et si on a du temps, mais à mon avis, on n'en aura pas, il y aura des QA et je serai disponible si besoin. Petit crédit, je suis très mauvais dessinateur, je ne sais pas faire des sketch notes, donc j'ai récupéré des images de C6Dig, Datadog et Robusta, donc merci à eux. Qui suis-je pour parler de tout cela? Rémi Vercher, je suis consultant chez Accenture. Je suis un profil plutôt Ops et j'aide les devs à mettre en prod. Donc je vais essayer, s'il y a des devs dans la salle, je vais essayer de vous aider pour bien définir vos request limites. Je suis plutôt fan des solutions open source. Accessoirement, je suis papa de 4 enfants qui, eux, n'ont pas de limite. Et vous me retrouvez sur les réseaux sociaux avec le handle rvercher, voilà, si vous avez des questions, etc. Alors, on va parler de request limit. Qu'est-ce que c'est que ça? Quand vous définissez votre déploiement, il y a plein de choses, des YAML, etc. Vous allez récupérer vos images Docker. Et tout en bas à droite, on a les ressources, request limit. Les requests, ça va être tout ce qui va être les ressources nécessaires pour que votre conteneur soit placé sur un nœud. Les limites, ça va être ce qui va, les ressources maximum qu'il ne pourra pas utiliser. Ces request limits, ça se fait sur le CPU et sur la RAM. Petit aparté, pour le CPU, si vous voulez voir comment ça marche, tous les cycles CPU, je vous invite à aller voir une présentation de Samuel Ortiz qui explique comment découper tout le cycle CPU. C'est pas très fun d'être un cycle CPU. Une fois qu'on a défini ces requests limites, il y a plusieurs méthodes. Si on n'en met pas du tout, on est en mode best effort, c'est-à-dire que voilà, je déploie mon appui sur Cube, ça marche tant qu'il y a de la place. Si on met des requests plus faibles que des limites, on est en mode burstable. Et si on met les mêmes choses, request limit, on est en mode garantie. Ça, derrière, ça a des actions au niveau des classes des qualités de service. C'est-à-dire que si votre cluster commence à être un peu en souffrance au niveau il y a trop de chars CPU, etc., il va d'abord shooter les modes best effort, puis le burstable, puis ce qui est en garantie. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Il y a d'autres concepts dans Cube au niveau de la qualité de service. On va parler des PDB, pod disruption budget, éviction, les priority classes. Je ne vais pas en parler ici. On n'a pas forcément le temps de tout voir en 30 minutes. Et puis bon, on n'est pas là pour vous expliquer tout Cube. Dernier schéma sur le concept assez générique des request limits, quelque chose que j'ai piqué de chez Sysdig, l'aide-mémoire, qui va expliquer un peu comment ça fonctionne au niveau de la mémoire et de la CPU. Au niveau de la mémoire, on est sur une ressource qui est non compressible, c'est-à-dire qu'on réserve de la RAM pour un conteneur. Et l'effet, c'est si on arrive en limite, on a le fameux OM killed, ça pète, et puis tant pis. On définit les request limits de la mémoire avec en bytes, mégabytes, gigabytes, etc. Côté CPU, on est sur une ressource qui est plutôt compressible. Enfin, grosso modo, c'est une fois qu'on arrive aux limites, l'application en fait, elle va attendre son tour, etc. Donc en fait, c'est un peu comme une autoroute. Si on a beaucoup de pods d'applications sur la même autoroute, ça va aller plus lentement. On va définir ça en millicores. Donc 10 millicores, 100 millicores, 1 core, 2 corps, 25 corps, etc. Et après, au niveau du CPU, c'est découpé en ce qu'on appelle les shares. Et donc chacun aura un jusqu'à plusieurs shares. Et on a 1024 shares par corps. Ça, c'est les concepts assez généraux. Donc derrière, on peut mettre des ressources quotas, plein de choses, etc. OK. Donc la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'on met comme request limit? Est-ce qu'on en met trop peu, etc. Il y a des études. Ici, c'est toujours Sysdig, c'est en 2023, je crois. Il dit, grosso modo, il y a 70%
des CPU qui n'est pas utilisé. On est à 18% de RAM non utilisé. Alors c'est valable sur les conteneurs. J'ai fait de la virtu avant, on était à peu près sur les mêmes ratios, 80-20. Datadog HQ fait aussi des beaux rapports qui, eux, de leur côté, ils considèrent qu'il y a plus de 65% des conteneurs qui utilisent la moitié des mémoires des requests CPU qu'ils ont demandé. Et pareil pour la RAM. Donc en fait, ça fait quand même beaucoup de gâchis, ces CPU RAM qui sont demandés pour rien. Le petit dernier de cast.ai, qui a à peu près les mêmes sortes de grandeur. Hein, voilà. Enfin, on va dire qu'il y a 20% de vos applications elles vont utiliser 20% des ressources de vos clusters. Donc c'est dommage. Donc comment on peut faire ça? Et ces rapports-là, c'est pas que du vent, ça arrive aussi aux autres. Typiquement, c'est pas plus tard que début janvier, j'ai des devs à mettre en production. Alors on voit pas forcément très bien là-dessus, mais il y a une problématique où les devs ils n'arrivent plus à mettre en prod leur appli. Il dit voilà, il n'y a plus de 9 insufficient CPU. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des requests trop hautes. Donc les devs ils se sont fait plaisir, ils ont dit ouais, qu'il y a un CPU, 2 CPU, 3 CPU. Sauf qu'en fait les applis ne font pas grand chose, mais le scheduler il ne peut plus en mettre des pods sur les clusters. Donc une des bonnes raisons de mettre des requests et limites correctes, c'est d'éviter ce genre de problème. Comment on va éviter ce problème-là? Il y a plusieurs aides au dimensionnement. Attention, ça va troller un tout petit peu. Première méthode, le doigt mouillé itératif. On est dans l'agilité, tous ces trucs-là. Voilà. On fait, alors il y a le fameux bottom-up et top-down. Bottom-up, on part, on met des trucs tout minus. En général, quand les SRE, les sysadmins, on dit il faut mettre des request limits, c'est les bonnes pratiques. Mais les devs, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent ok, je te mets 10 millicores, t'es content, et puis voilà. Sauf qu'au bout d'un moment, ça plante, il n'y a pas assez de RAM, etc. Donc on met un peu plus, jusqu'à que ça marche. Bon. Il y a l'effet inverse, j'en mets plein. Et puis les CRE, les FinOps, ils arrivent, ils disent ça consomme quand même beaucoup ton truc pour pas grand-chose. Donc on descend. Deuxième troll, c'est le Java, on met plein de RAM. Et puis on fait pour que ça marche. On est Devox, voilà, je suis un Ops, c'est comme ça. Non, la vérité, c'est utiliser les métriques. Donc on va faire les choses de manière pragmatique. On va récupérer toutes les métriques de vos applications, voir réellement ce que ça consomme, si vous faites des tests de perf, des choses comme ça. Et puis on va préconiser, à partir de ces données-là, des valeurs qui sont réelles, qui sont pragmatiques, du moins. Et pour faire ça, je vais vous présenter deux outils. Premier outil, attention les oreilles, voilà. Et le deuxième outil, c'est Goldilocks. OK. Alors, premier outil qui est KRR, en fait, c'est un outil qui est de Robusta Dev, qui en fait qui est Kubernetes Resource Recommendation, qui va se baser sur des outils, notamment Prometheus et d'autres. Donc s'il y en a qui étaient à la session de Victoria Metrics juste avant, ça le fait aussi. C'est une CLI qui n'a pas d'agent. En fait, on va lancer ce truc-là, ça va nous sortir des recommandations qui vont bien. Il est possible de faire tourner ça sur un cluster de manière périodique, d'avoir des notifications Slack, etc. Et en fait, ça s'intègre dans un produit plus global qui s'appelle Robusta. Moi, je suis vraiment là pour expliquer ce que c'est vraiment que KRR. En faisant la présentation, j'ai vu qu'il existait un plugin aussi K9S. Donc, s'il y a des gens qui utilisent K9S dans la salle, on peut plugger ça. Au niveau de la méthode de calcul, c'est assez simple. Je vous mets le lien. Grosso modo, on est sur du 90 percentile au niveau de la CPU, puis la RAM, en fait, il fait le max plus 15%, etc. Et ça, c'est des choses qu'on peut changer. J'ai marqué, c'était extensible. Donc, si la méthode de calcul ne vous plaît pas, vous pouvez vous-même faire votre propre méthode de calcul. OK. Donc, on va faire une démo justement avec cet outil-là. Et merci OVH Cloud parce que le cluster Cube tourne chez OVH, donc n'hésitez pas à aller voir. Alors, attention les yeux, c'est le soir. On est sur un thème clair. On a en bas donc K9S avec j'ai des pods qui tournent ici, le bleu, blanc, rouge et un truc qui fait du CPU stresseur. Et je vais lancer ma démo. Donc première chose qu'on fait quand on va installer une application, c'est qu'on va sur le site web.
pour voir un peu comment ça marche. Donc ils disent, OK, c'est génial, ça s'intègre à plein de choses. Donc en effet, Prometheus, Victoria, Thanos, plein de trucs, etc. Ça fait du reporting, mais ils disent quelque part qu'il faut l'outil SaaS qui va bien, etc. Bref. Et puis, comme on est sur une conf Devox et que je troll sur les javaïstes, on va dire que ce truc-là, ça va être un peu pénible à installer parce que c'est du Python. Donc moi, j'ai pas Brew, je suis pas sous Windows, je suis sous Linux, donc on va faire des pip install, tous ces trucs-là, les gestions de dépendance, c'est génial. OK, allez, je vais installer ça. Vous voyez, je tape super vite. J'ai créé mon environnement virtuel, je clone le dépôt, je vais dessus, j'installe tous les requirements, etc. Et là, on me dit, OK, bah, il suffit de lancer la commande crée.py. Je vais le faire sur mon namespace par défaut, et puis là, on va voir ce que ça donne. Donc simple, c'est la stratégie simple, classique par défaut. Attention, ça ne marche pas. Okay. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que par défaut, il essaye de faire de l'auto-discovery de métriques. Donc on voit ici un peu plus haut qu'il fait il essaye de faire du Mimir, du Victoria, du etc. Et puis ben, finalement, il n'y arrive pas. Donc on va lui spécifier vraiment mon Prometheus. Donc vous pouvez aller sur Prometheus Devox faire obsrel.io si vous voulez voir un peu tous ces stats-là. C'est possible. Donc là, j'ai mes quatre pods que vous voyez en bas, et il va vous lister tout ça, hein, dire OK, bah, j'ai mis bien mes quatre déploiements. Je remonte un peu plus haut pour dire comment il a fait. Il dit OK, je suis en stratégie simple. J'ai fait un 99% percentile, je ne mets pas de limite. La mémoire, je prends le max plus 15%, pareil pour la limite. Et je prends mes 336 heures, ça fait 15 jours d'historique dans Prometheus. Et à partir de ça, bah, ça vous fait un beau tableau pour dire, bon, OK, ouais, par exemple, là, j'ai un truc CPU stresseur qui me dit, là, j'ai des requests à 100 mégas, 100 millicores, pardon, mais je mettrais plutôt 201 millicores, c'est quand même plus logique. Pareil pour la RAM, ici, j'ai un truc qui descend, là, par exemple, le RAID, il me dit, je suis à 1024, bah, tu pourrais descendre à 100 mégas de RAM, ça suffit. OK. Donc ça, c'est bien les pods que j'ai ici. C'est un truc en CLI, j'aime bien utiliser ça plutôt qu'au TDEV. On peut faire des trucs, on peut spécifier avec des selectors et des labels, etc., pour aller taper des déploiements particuliers. On peut sortir ça en JSON pour derrière l'intégrer dans d'autres outils. Donc là, on a par exemple, là, je vais juste récupérer les requests recommandés de l'application RAID. Donc il me dit bien que je veux 0,01 core, donc 10 milli, je crois, ou 100 milli, et 100 mégas de RAM. Je disais, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire de la custom stratégie. Donc moi, le truc simple, ça ne me plaît pas. J'ai des équipes qui font du dev Java, désolé, elles sont encore trollées. Donc il est possible d'étendre ça, c'est de faire de la surcharge de classe. Donc je vais appeler mon creux avec le profil Java. Et le profil Java, qu'est-ce qu'il dit? Il me dit, ben voilà, je suis en 99%, 99% percentile, et par contre, j'ai besoin de beaucoup de RAM. Donc, en effet, il me dit ben là, tu vas mettre 2,6 Go de RAM, etc. Bon, c'est pour la blague, mais c'est pour vous montrer que vous pouvez vous-même faire vos propres ABAC si besoin. Je disais qu'il était possible d'utiliser le plugin K9S. Donc là, pareil, je suis sur K9S, j'ai déjà installé. Donc, si je regarde la partie déploiement, il suffit que je fasse Shift-K ici, et normalement, si tout va bien, il va me lancer. C'est pas marché. Voilà, ici ça marche. Donc on peut lancer l'application depuis K9S. Donc si vous êtes fan de ce K9S, donc moi je le suis, c'est possible d'utiliser ça. Donc ça c'était la première démo, le premier outil qui est plutôt pas mal, c'est vraiment en mode CLI. Allez, je continue. Un deuxième outil qu'on va voir, c'est Goldilocks, qui est fait par la société Fairwinds. Fairwinds, ils font pas mal de petits outils. Un qui est pas mal aussi, qui est Pluto, pour vérifier si vous n'avez pas des trucs obsolètes au niveau quand on fait des montées de versions de cluster. Leur motto, c'est Get your resource request just right. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va simplement automatiser les vertical pod autoscaler en mode recommandation. Qu'est-ce que les vertical pod autoscaler en mode recommandation?
On verra ça juste après. Et il y a une interface web pour voir ça. Petit aparté sur les vertical pod autoscaler. Qui ne connaît pas les vertical pod autoscaler? Il y en a quand même qui connaissent. C'est assez simple. C'est un contrôleur dans Cube qui va aller voir un peu l'état des pods. Il va vous faire des recommandations sur les bonnes request limits. Et il y a possibilité même de redéployer avec ces bonnes versions, ces bonnes valeurs. Pardon. Le VPA, on a trois composants. Donc si je prends, est-ce que je vais y arriver ça? Donc j'ai mon pod ici qui a 500 milli. On a Metric Server qui récupère les métriques. Le VPA recommandeur, il va dire bah, tiens, ton application elle consomme un peu plus ou un peu moins. Donc je vais mettre mes recommandations dans une ressource spécifique vertical pod autoscaler ici. Donc ça c'est le recommandeur. Ensuite, on a l'updater en fonction du mode dont on fonctionne qui va dire ah tiens, il y a des nouvelles valeurs. Je shoot le pod, et le VPA admission controller qui dit bah, tiens, le pod redémarre, et je vais redémarrer, et je vais patcher le pod avec les valeurs que j'ai dans le VPA. Alors c'est un peu risqué, j'avoue, de shooter des pods comme ça sur la prod. C'est pour ça que moi je vais l'utiliser en mode recommandeur. Et en fait, il est possible de shooter ou pas si on est en mode recreate initial. Enfin, en mode recreate, c'est automatique. En mode initial, c'est juste l'admission controller qui va fonctionner, qui prendra les valeurs si nous-mêmes on redémarre le pod. Dans le cadre de Goldilocks et pour nos besoins, moi je veux juste faire de la mesure et voir qu'est-ce qu'il faut que je mette pour plus tard. Donc on va être en mode recommandeur et sans recréation automatique. C'est quelque chose qui n'est pas installé par défaut sur Kubernetes. Par contre, ça fait partie de l'écosystème, donc vous l'installez vous-même. Ça crée ce que je dis une ressource spécifique de type vertical pod autoscaler. On ne peut pas faire à la fois du VPA et du HPA, parce que sinon ça perd un peu dans tous les sens. Je disais, ça redémarre le conteneur. Et au niveau du calcul, on n'est pas très loin de ce que fait KRR. Par défaut, c'est des trucs un peu plus bas. Par contre, ce qui est intéressant au niveau de la RAM, c'est que ça prend en compte les événements de tout ce qui est OM-kill. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et pour les limites, il fait des ratios par rapport aux requests. Il y a des options qu'on peut surcharger au démarrage des VPA, justement, tous ces seuils. Ce que je disais, VPA, c'est une ressource spécifique Cube, donc, qui est ici. Donc là, j'ai une application démo des VoxFR App. Et en fait, je vais dire, tiens, je vais dire au Vertical Pod Autoscaler de scruter les déploiements de type des VoxFR App en mode off, donc je fais rien. Et puis derrière, là, dans le statut, j'ai des choses qui vont se remplir au fur et à mesure. Il y a d'autres types d'autoscalers, mais je ne vais pas en parler. Les HPA, c'est les plus connus, l'horizontal pod autoscaler. Il y a le cluster autoscaler. Et un que j'ai vu, mais je n'ai pas encore testé, le multidimensional pod autoscaling, qui est proposé par Google. Mais c'est vraiment en mode, c'est un enhancement proposal. Allez, deuxième démo. Donc même chose, je veux jouer avec Goldilocks. Première chose que je vais sur leur site pour voir un peu comment ça marche. Ils m'expliquent, ok, c'est génial, ça fait plein de choses. Comment ça s'installe? Il me faut kubectl, ça va, je l'ai. Il faut les fameux vertical pod autoscaler. Je rappelle, Goldilocks, il va automatiser la création de ces vertical pod autoscaler. Metric Server, j'ai ce qu'il faut, Golang, etc. Et tout ça, ça s'installe avec des charts Helm. Okay. Et potentiellement, il y a besoin de Prometheus. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, première chose que je fais, donc je disais, les vertical pod autoscaler, ce n'est pas par défaut, donc je l'installe avec Helm. Je vais désactiver l'admission contrôleur, je vais désactiver l'updater, et je vais utiliser comme backend Prometheus. Ça, c'est utile parce que en fait, ça évite de mettre l'historique de ces recommandations dans la base de TCD. En fait, il va utiliser vraiment Prometheus comme backend. J'installe Goldilocks, j'active le dashboard, et puis après, je vérifie bien sûr que tout tourne bien. Bon, vous doutez, c'est déjà installé. Donc là, j'ai bien mes 3 pods, mon contrôleur Goldilocks qui va scruter un peu ce qui se passe dans Cube pour automatiser la création des VPA, le dashboard pour voir plus tard, et puis le fameux VPA recommandeur qui tourne. Comment ça va s'activer, je vais voir après. Je vais voir s'il y a déjà des VPA. Alors, j'en avais déjà installé pour avoir des métriques plus tard.
Et comment on... alors, hop, VPA. Comment on active ces VPA automatiquement? Il suffit tout simplement de rajouter un label dans les namespaces pour dire tu as tout ce qui est dans ce namespace-là. Goldilocks va créer les VPA pour moi. Donc là, je vais l'activer sur 2 namespaces en plus, Brink et VPA. Justement, parce que j'aimerais bien voir mes VPA si j'ai besoin de rajouter de la RAM ou de CPU sur ces trucs-là. Donc vous avez vu en bas, ici j'ai mes trucs qui sont définis, qui sont créés automatiquement. Pour l'instant, j'ai ni CPU ni memory parce qu'il faut un peu de temps à récupérer les métriques pour que ça se rajoute. Bon, pendant que ça se remplit, on va voir un peu le dashboard. Donc là, j'ai mon dashboard Goldilocks qui, si je vais sur la partie default où j'ai mes pods bleu, blanc, rouge, etc. Et il va dire, OK, le bleu, j'ai aucune, t'as rien mis comme CPU request. Moi, je te propose de mettre, si tu veux être en mode garantie, 15 millicores, 100 mégas de RAM. Et pareil, si tu es en burstable, parce que mon truc, il fait pas grand-chose. Sur le CPU stressor qui fait un peu plus de choses, là, je te propose de mettre, là, pour l'instant, un peu la même chose, quoi. Voilà, CPU, par exemple, il me propose 245 millicores et 780 millicores pour les limites. Le truc qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi récupérer le YAML. Si vous êtes feignant, vous pouvez faire du copier-coller. Ce que je disais, c'est que là, on a juste créé les fameux VPA et après, on peut aller lire vraiment la ressource VPA. Elle est remplie au fur et à mesure. Ici, au niveau du statut, j'ai un truc container recommendation qui se rajoute au fur et à mesure. Et ça allait un peu trop vite, mais j'ai supprimé les labels des namespaces, donc du coup, derrière, ça m'a automatiquement supprimé ces ressources. Okay. Si je prends ici, on va peut-être voir un peu mieux. Si je fais un describe. Voilà, j'ai bien ici mes recommandations qui me sont proposées, quoi. Ça a planté. OK. Ça, c'est fini pour les démos, et puis au niveau temps, on est pas mal. Alors, si je reviens à un truc, je ne sais pas ce que vous en pensez de ça. Non, pas d'avis. Enfin, moi, je trouve ça un peu moche. Désolé. Et si on faisait un peu moins moche? Quel est l'outil de dashboard que les SRE adorent ou pas? Qui commence par Gra et qui finit par Fana. Ça serait intéressant d'avoir ces métriques-là dans Grafana, mais pour les avoir dans Grafana, il faut pouvoir aller les récupérer quelque part, etc. Et en fait, on l'a vu, toutes ces recommandations, elles sont dans une ressource cube, dans le statut d'une ressource cube. Et si vous êtes un peu expert Prometheus et métrique, vous êtes gratté un peu des choses un peu plus poussées, il est possible, avec les Custom Resource State Metrics, d'aller récupérer ces informations-là dans les statuts des ressources et les exposer comme métriques Prometheus. Du coup, ça serait pas mal, ça. Alors, j'ai pas le temps, mais par contre, vous avez le temps pour aller lire un superbe article que j'ai écrit il y a quelques temps. On voit pas trop le truc, mais bon, vous allez sur... voilà. Et en fait, c'est grâce à State Metrics qui fait ça. Et si par exemple, quand vous avez le nombre de jobs qui ont fail et ce genre de trucs-là, c'est State Metrics qui fonctionne. Et là, vous pouvez rajouter vous-même vos propres métriques de state qui sont besoin. Donc, grâce à ça, on est bon dans les temps. Ça permet d'avoir des trucs plutôt sympas comme ça. Donc là, j'ai mon Grafana avec mes recommandations VPA. Et si je prends mon truc bleu, il me dit, tiens, voilà, bon, l'usage, il ne fait pas grand-chose, j'avoue. Je te propose de mettre ça comme request limit, etc. Ce qui est plutôt cool, du coup, c'est que je peux... Alors, les VP, ces ressources-là, c'est calculé sur 24 heures par défaut. Donc, en effet, il se peut que vous ayez un pic de charge à un moment donné, qu'on vous propose des ressources limites sur ces 24 heures-là, mais en fait, le reste du temps, ça dort, etc. Le fait d'historiser les ressources et
les recommandations, en fait, vous pouvez vous, après, derrière, dire, bah, tiens, finalement, à grosse maille, sur 90% du temps, je suis plutôt à tant de recommandations. Donc si je prends, alors j'ai pas grand-chose comme, je vais pas te dire, mais voilà, sur 2 jours, j'aurai des métriques un peu plus parlantes. Si ça vous intéresse, ce dashboard-là, il est disponible sur le site Grafana, vous pouvez le récupérer. Ok, on est bon niveau temps. Est-ce qu'on a répondu à la question de quel request et limite mettre sur vos applications? Désolé, mais non. Par contre, on a des outils, on a ce qu'il faut pour vous aider à mieux les définir. Après, je ne vais pas vous laisser comme ça dans la nature. Moi, mes outils pour générer correctement des request limits, je vais forcément utiliser Goldilocks et les VPA, parce que je trouve ça cool. Et le fait d'avoir ça dans Prometheus et Grafana, ben, j'ai toujours un seul environnement pour voir tous mes dashboards. Est-ce qu'on met des requests limites? Il y a plusieurs écoles. Moi, je suis plutôt de l'école où on met forcément des requests au niveau des CPU. Par contre, pas de limite, parce que toute la partie throttling, enfin, ça c'est mon cas avec les prods que j'ai, mais les clusters en général au niveau des nœuds du CPU, ils sont plutôt larges. Donc ça serait dommage de limiter des applications alors qu'à côté, il y a du CPU qui attend que ça. Pour la RAM, par contre, j'essaie d'avoir RAM et request égale limite. Voilà. Enfin, au final, c'est ce qu'on en a besoin. C'est quand même important d'avoir des bonnes requests et limites parce que derrière, il y a pas des enjeux, mais si vous faites du HPA, les HPA, pareil, ça se calcule, ça se déclenche en fonction des seuils de pourcentage de request limit, etc. Donc, il faut que ça soit quand même cohérent au niveau de vos applications. Vous avez à droite un schéma qui explique si je mets des CPU request limit, ce que ça vaut. Donc, je vous invite à aller voir. Dernier point, si je reviens sur les VPA, le truc qui n'était pas cool, c'est que les pods, ils redémarrent si on veut faire un truc vraiment tout auto-magique. Ce qui est intéressant, c'est que depuis la Kubernetes 1.27, il y a un truc qui s'appelle In-Place Resource Resize for Kubernetes Pod. Là, ce qui est cool, vous le voyez peut-être ici, la Resize Pool ici, c'est que Kubernetes est en capacité de modifier les requests et limites des conteneurs sans le redémarrer. Donc c'est super intéressant. Par contre, c'est en version alpha. Voilà. Gardez un œil là-dessus, mais mettez pas ça en prod pour l'instant. Il y a un clock qui est pas mal, qui est assez intéressant, qui a été fait à la KubeCon là, il y a quelques semaines. Donc je vous invite à le voir. Dernier truc aussi, c'est que ça va pas forcément pour l'instant marcher. Enfin, je crois qu'ils ont du mal à le faire marcher avec les vertical pod autoscaler, parce que c'est un truc. Discuter tout ça, c'est compliqué. Mais ça existe, donc regardez ça. On arrive à la fin, pile poil au niveau du timing. Il y a quelques ressources que j'ai mis là-dessus. N'hésitez pas à aller voir. On m'avait posé la question aussi de dire tiens, mais comment je fais? Parce que en général, je démarre mon application et ça demande plein de CPU RAM au démarrage, puis après, pas trop. Alors, j'ai pas de réponse magique, malheureusement. Alors, il y a un gars à la fin qui a fait un truc, je le ferai pas, mais à coup de règles Kyverno. Je ne sais pas s'il y en a qui utilisent Kyverno. Et en fait, il modifie avec le truc in-place, avec le coup de in-place resize, je vais y arriver. Il patch les trucs à la volée en fonction de règles Kyverno qui dit moi je suis en statut bien démarré, etc. Moi, j'irai moyen, quoi. J'en ai fini pour la présentation. J'espère que vous avez eu quelques réponses aux questions que vous attendiez en arrivant ici. Je ne sais pas, il reste 1 minute, ça va être un peu chaud pour les questions. Mais en tout cas, merci de votre attention. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée.